Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode de Mauvaise Langue, avec comme invité aujourd'hui Wilfried Iguete, joueur au Mansart Basket. On a abordé avec Wilfried un sujet épineux dans le basket français actuellement, c'est la fuite des talents vers la NCAA, le système de collège américain. Fuite, c'est un grand mot, mais c'est un peu ce qui se passe actuellement et j'ai vraiment voulu chercher à creuser le pourquoi du comment de ce phénomène-là. Est-ce que c'est plutôt économiquement que c'est très avantageux pour eux? Est-ce que c'est plutôt sportivement? Qu'est-ce qu'on fait de mal aussi, nous, en France, qui fait que ces joueurs ont envie de partir aux États-Unis? Il y a aussi la partie académique qui leur permet vraiment de suivre un double cursus qui peut être très avantageux pour eux. Donc voilà, Wilfried est passé par l'université de Florida, qui est une des meilleures universités du pays aux États-Unis. Et vraiment, j'ai apprécié cet entretien avec lui qui connaît ce système parfaitement et qui a vraiment pu m'éclaircir sur le sujet. Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre ce phénomène et aider peut-être certains joueurs à faire leur choix. Donc voilà, c'est parti pour notre conversation avec Wilfried Iguete. Salut Will, bienvenue dans le podcast. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir, c'est un plaisir. On va aujourd'hui donc parler de toi, parler aussi de ton aventure en NCAA. Pour moi, tu es un des pionniers, pour mon expérience personnelle, quand j'étais jeune, quand j'étais encore en espoir, tu étais une figure du basketteur français qui allait en NCAA. Donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur un sujet qui est de plus en plus épineux. Ouais. Je savais que tu étais en NCAA, mais je ne savais pas à quoi tu ressemblais. Ouais, je suis parti assez tôt quand même. Je suis parti quand j'avais 16 ans. On va y venir tout doucement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne suivent pas forcément le basket? Alors, Wilfried Iguete, aussi appelé Will. J'ai 33 ans depuis 2 jours maintenant. Joyeux anniversaire, j'ai oublié. Merci, c'est pas grave. Je comprends. Joueur au MSB, c'est ma 2e année ici. 10e année en tant que pro en France. Je suis intérieur. Et puis père de famille aussi. Et marié aussi. Et ouais, je pense que c'est un peu tout. MSB, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Mansart Basket. Ouais. Voilà, pour ceux qui... Parce qu'on m'a dit des fois, tu vois, je parle de personnes en disant des noms, des prénoms. C'est vrai. Et ceux qui ne suivent pas forcément, tu vois. Donc, c'est vrai, faut le dire. On va essayer de préciser. Comment t'as commencé le basket déjà? J'ai commencé en Côte d'Ivoire parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né à Pessac, mais rapidement, ma famille et moi, on s'est installé en Côte d'Ivoire avec mon père parce que mon père avait un boulot là-bas. Donc, j'ai commencé là-bas à l'âge de 5-6 ans. Je jouais un peu au foot en même temps. Et quand je suis arrivé en France, en Seine-et-Marne, à l'âge de 10 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer qu'au basket à cause des conditions météo. Je pense que c'était pas mon avantage. Donc j'ai voulu faire ça. Je voulais faire du foot, mais bon, mon père m'a dit pas pour l'instant, vu qu'on est arrivé. Donc j'ai commencé à faire du basket avec mon grand frère. Et en fait, j'ai kiffé, j'ai adoré le coach, j'ai adoré le contexte, j'aimais bien les entraînements, etc. Donc j'ai juste continué comme ça et j'ai continué à jouer au basket. Et t'as aimé ça parce que simplement pour le kiff, ou t'étais doué, t'étais plus grand, ou t'avais des facilités? Non, j'étais petit, j'étais mince, très frêle. J'aimais juste la compétition, j'aimais juste les entraînements, j'aimais aussi... la gagne, j'aimais le fait que le coach nous poussait à chaque fois parce qu'il y avait des joueurs en fait qui n'arrivaient pas à comment dirais-je, résister aux demandes du coach, et il y en a beaucoup qui ont arrêté quoi. Et moi j'aimais juste arriver et savoir que j'allais me donner à fond et savoir que j'allais pouvoir progresser, et quand j'ai vu que je progressais et que je commençais à m'améliorer, j'ai vraiment adoré, et je me dis je vais continuer et je vais voir où ça peut me mener. Ça, c'est super intéressant comme trait de caractère, tu vois. J'avais déjà remarqué ça chez toi, mais tu vois, le fait que tu fasses un parallèle avec quand tu étais plus petit, ça explique beaucoup de choses maintenant, tu vois, pour moi. Ouais, ça on le voit pas trop, c'est une base, parce que quand tu vois en benjamin, en minime, qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à rester concentrés, n'arrivent pas à vraiment être engagés physiquement aussi et mentalement par rapport à ce que le coach veut, et que tu vois, commences déjà à vouloir arrêter ou même abandonner, tu vois. Moi, j'ai quelques joueurs qui pleuraient aux entraînements parce que le coach était trop dur. Ouais. Bon, ça me... Moi, je n'ai pas plus que ça, donc je pense que c'était un avantage pour moi. Ouais, tu m'étonnes.
dureté mentale et tout. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as fait en Ile-de-France, tu as fait des sélections, des choses comme ça? Est-ce que tu as eu accès aussi à des centres de formation? Sélection Seine-et-Marne, ça compte? Départemental. Au final Seine-et-Marne, je pense que c'est un département au niveau basket qui est pas trop mal, tu vois. Ouais, Seine-et-Marne, j'ai fait sélection Benjamin, minime. Après, je suis parti en sport-études à Épinal, dans les Vosges. Comment t'es arrivé À Épinal. Bah, mon coach, en fait, le coach qui me coachait quand j'étais à Meaux, qui m'a coaché en Benjamin, qui m'a fait en gros commencer le basket, il est parti à Épinal. Et un an après, il m'a dit, vas-y, voilà, il faut absolument que tu viennes ici, moi je vais te faire venir. Donc j'ai fait des tests à Épinal et à Cholet. Ok. Et j'étais pris à Cholet aussi. C'est vrai? Et Ouais. t'as choisi Épinal? En fait, le truc, c'est que j'étais avec un ami à moi, on était ensemble à Meaux, et lui n'avait pas été pris à Cholet. Et donc je me dis, bon, on va quand même jouer en championnat de France, c'est bien d'avoir une personne avec qui je suis à Épinal, donc vas-y, on va aller ensemble. Donc c'est vraiment là, je me dis, bon, je vais faire ça. Et finalement, quand je suis arrivé à Épinal, on a joué en région. Le dossier n'est pas passé. Et en fait, ouais. Ah ouais, vous avez pris une belle carotte. Exactement. Donc quand je me dis, j'aurais pu aller à Cholet. Au Cholet, c'était... Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Cholet, c'est vraiment le centre de formation, le meilleur centre de formation, je pense, que de l'histoire du basket français, qui ont sorti énormément de pros. Bah, j'espère que tout le monde peut avoir un ami comme toi, parce que ton pote, quand même, il a eu... Ouais, mais c'était aussi le côté confort. Et après, tu vois, on était vraiment proches. Je me dis, je vais là-bas avec une personne que je connais. C'est un nouveau contexte pour moi. Je pense que aujourd'hui, je pense que peut-être que j'aurais fait différemment, mais c'est vrai que je me dis, je vais jouer en championnat de France, donc c'est pas vraiment une grosse différence entre. Après, je connaissais pas trop en plus entre le Cholet et je me dis, c'est championnat de France, je connaissais pas trop, mais ouais, je pense que j'aurais peut-être pu faire autre chose. Bon, est-ce qu'en arrivant là-bas à Épinal, t'es déjà t'es dans un état d'esprit de devenir pro? Ou voilà, comme tu dis, avoir ton ami, jouer à un bon niveau et... Franchement, non. Je pense juste à passer l'étape supérieure, déjà faire une bonne saison, essayer de rester, parce que c'était un centre de formation. Là, je partais loin de chez moi. Essayer juste de me montrer et de montrer que j'ai le niveau. Et c'était vraiment juste ça. Hein. C'est vraiment une opportunité que j'ai saisie et montrer que je pouvais jouer à ce niveau-là. T'étais quel genre de joueur à l'époque? Parce que j'ai l'impression que, voilà, on en parlait, voilà, de ton dureté mentale. Mais au final, maintenant, pour quelqu'un de lambda, tu me dis si je me trompe, mais tu vois, physiquement, tu vas pas être le plus grand, tu vas pas être le plus rapide, tu vas pas être le meilleur shooter, tu vas pas être le meilleur dribbleur. Enfin, tu vois, tu vas pas être le plus dur, mais tu vas apporter un peu de tout ça. Et tu sais très bien que quand tu es plus jeune, ils cherchent souvent une qualité et on regarde sur quoi tu es bon. Et toi, est-ce que tu as évolué dans ce type de joueur avec ton cursus plus tard dont on parlera? Ou t'étais déjà un peu comme ça à être un peu un couteau suisse? Un peu parce que j'étais meneur à la base. T'es meneur? Ouais. Ah ouais. J'étais meneur. Je sais pas si vous connaissez Brian Pamba. Ouais, bien sûr. Qui est un joueur qui a joué en France, qui continue aussi à jouer au basket. En fait, on était ensemble à Épinal. Okay. En gros, c'était nous deux qui menaient un peu l'équipe. Ah ouais. Moi, c'était un 2, 2-1. Lui, c'était plus un 1 parce qu'il était un peu plus petit que moi. Et des handles, tu vois, crossover, tout ça. Tu mesurais combien à l'époque? J'étais pas si grand que ça, j'étais fin. Donc j'étais un peu long. Je sais pas combien je mesurais, mais j'étais pas si grand que ça, franchement. Mais j'étais meneur. T'avais quel âge? J'ai joué meneur en une première année. C'est quoi? C'est 13 ans, 13-14 ans. Ouais. Même quand j'étais en cadet première année, deuxième année, j'étais encore meneur. Okay. Et c'est vraiment après que c'est pour ça que tu as une bonne vision du jeu j'adorais faire des passes. Pour un big man. Ouais, j'adorais faire des passes, j'adorais tout ce qui était flashy, j'aimais beaucoup faire jouer les autres. Okay. C'est vraiment ça que je kiffais faire. Et je pense que j'ai toujours ça avec moi un peu. Ouais. Mais ouais, à la base, j'étais entre guillemets un grand meneur. Okay. Meneur de grande taille. Intéressant. Et comment ça t'est venu après le fait de pouvoir partir aux États-Unis? C'est quoi un peu le processus derrière tout ça? C'est toi qui as cherché? C'est eux qui t'ont cherché? Est-ce que il y avait un agent derrière tout ça ou... J'ai eu la chance de faire un camp de basket entre ma première et ma deuxième année cadet. J'ai fait un camp de basket à Washington, D.C. Mon père avait trouvé un camp, il y avait mon oncle qui vivait là-bas. Donc il m'a dit, tu vas là-bas pour un peu tout tester, voir retourner. Donc je suis parti là-bas, j'ai fait un camp qui s'appelait Five Star Camp avec des très bons joueurs et je me suis montré. Donc j'avais 2 équipes qui voulaient que je reste pour jouer avec eux pendant l'été. Et 2 écoles qui étaient prêtes à me faire rester et à me faire signer dans leur école. Donc ça, c'est lycée? C'était au lycée, oui. Lycée? Après ma première année cadet. Donc je me suis dit, bon, à la base, je suis pas venu aux États-Unis pour ça.
Donc, je vais quand même revenir en France pour faire une deuxième année à Épinal en Cadet France. Et en même temps, je faisais aussi la N3. Et donc, après, février de l'année d'après, j'ai visité les deux écoles qui étaient intéressées. Une qui était en Floride et une qui était à Washington. Et l'école qui était en Floride, c'était coaché par un homme qui a joué avec mon père en équipe nationale sud-africaine il y a des années. Ok. Que mon père connaissait tout ça de nom, il connaissait son frère aussi. Et c'était une école militaire. Donc, mon père lui dit, pour moi, c'est carré. Hein. École militaire, je connais le coach. On va l'envoyer là-bas. Donc, une fois que j'ai eu mon visa de 5 ans, à ma mère qui voulait pas que je parte parce que j'étais trop jeune, parce que j'ai pas mon bac. Donc on a vraiment essayé, on a dû la convaincre de me laisser partir. Je lui ai dit, bon, je vais essayer 1 an. Et si j'aime pas, je vais toujours revenir, quoi. Il n'y avait pas FaceTime comme maintenant, il n'y Non, avait pas tout ça. Hein. non. Donc je revenais en fait que pendant les étés. Et donc je voulais juste tenter l'aventure pour 1 an. J'étais en première ES. Et je me dis, bon, je vais partir, même si ça se passe pas très bien, je peux quand même revenir. Au moins, j'aurai l'expérience des États-Unis. Au moins, j'aurais peut-être pu apprendre la langue, être bilingue. Et après, on va voir comment ça se passe. Mais au moins, je voulais tester et tenter l'aventure. Et tu connaissais, parce que bien sûr, quand tu es jeune, on regarde la NBA. Ouais. Mais tout ce qui était le système high school, lycée, ou même NCAA sur du college, est-ce que ça te parlait ou c'était vraiment un truc très lointain? Du tout. Non, je regardais même pas, honnêtement. Ouais, je connaissais rien, la NCAA. Je regardais souvent la NBA, mais la NCAA, non. Je pense que c'était pas connu du tout en France à la fin des années 2000. Et c'est après que ça commençait à avoir plus de hype. Ok. Et qu'est-ce que tu découvres là-bas sur un... parle-nous un peu d'un lycée militaire. À quoi ça ressemble un lycée comme ça? Réveil le matin, déjà uniforme tous les jours. Réveil le matin à 6h. On avait des inspections dans notre chambre. En gros, fallait qu'on fasse notre ligne d'une certaine manière, qu'on arrange nos habits d'une certaine manière. Et en fait, ils venaient inspecter tous les jours, je te jure. Donc, j'ai appris ça. On faisait ce qui s'appelle marching. On faisait des séances de marche extérieure et tout ça, un peu comme un militaire. Hein, comme un camp, mais tous les jours. Exactement. Et exigence tous les jours, dans les classes aussi. Et basketball parlant, on s'entraînait très très dur. On s'entraînait le matin et après on allait en cours et on s'entraînait l'après-midi. Moi, ce qui avait vraiment vraiment choqué, c'est l'intensité des entraînements. Okay. Physiquement, c'était très dur au début. La langue, c'était moyen parce que j'étais dans une école où il y avait beaucoup d'étrangers, donc j'ai pas eu autant de mal que ça parce que j'étais pas le seul à ne pas vraiment m'exprimer en anglais couramment. Une fois que j'ai eu ça, au fur et à mesure, je me suis habitué, mais c'est vrai qu'au début, c'était dur, très dur. Le premier match qu'on avait joué, je m'en souviens, on a joué contre une équipe rivale qui était pas loin de notre école et on a gagné le match. Mais le coach n'était pas content, donc il nous a fait revenir à l'école et on s'est entraîné. Je dis, mais attends, tu vois, après le match, tu vois, t'es avec ta famille, tu vois, tu vas manger. Non. Et personne n'a broché, personne n'a rien dit, tu vois. Il y a personne qui s'est plaint. Je dis, c'est comme ça ici. Le mec, il était pas content de ce qu'on avait fait, donc il a dit, vous revenez, vous entraînez, quoi. Et j'avais jamais vu ça avant. Ça t'a manqué Épinal un peu? Non, parce qu'Épinal, c'était différent, c'était dur. L'organisation n'était pas très bien. C'était Bourbier Épinal. Franchement, ouais, mais tu vois, quand t'es dans un cadre comme ça, enfin, t'arrives à te dire, je veux être pro, je sais pourquoi je suis là. Ouais. Mais tu vois, toi, à ce moment-là, tu sais pas, t'as l'impression que tu sais pas trop pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça a dû être super dur des fois de se dire, en gros, quand t'es jeune en plus, toi, depuis tout jeune, tu dis que t'aimes bien l'autorité, ça te dérange pas, que t'as réussi à passer au-dessus. C'est juste encore une fois de plus pour toi au final. Ouais, mais t'as dû avoir des sacrés moments où tu te dis, attends, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? En fait, je savais pas en fait le niveau que j'allais avoir. Je savais pas à quel niveau je pouvais jouer. Je suis en Cadet France, mais bon. Tu vois, est-ce que je suis un bon joueur? Est-ce que je suis un joueur qui peut jouer en N2 ou en N1? Tu vois, ils étaient en N1 aussi avant, Pro B N1, plus en N1. Donc je disais, la N1, c'est un truc de ouf, tu vois. Les mecs sont en N1, tu vois, on regarde la série, tu vois. Exactement. C'est un truc de ouf. Je me dis, est-ce que je peux arriver à ce niveau-là, quoi? Ouais. Je sais pas. Et quand je suis parti en fait aux États-Unis, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit, pourquoi tu vas là-bas? Tu vas le perdre. Tu fais pas ça pour toi. Reste ici, viens jouer avec toi en N1. Je dis, tu vois, je vais quand même essayer, tu vois. Non, moi je suis parti là-bas avant, c'est très mal passé. En fait, il y a beaucoup de gens en fait en France qui m'avaient dit, n'y va pas, quoi. Ouais. Franchement, n'y va pas, tu vas te perdre là-bas. Le rêve américain, ouais, c'est bien beau, mais c'est dur, quoi. Et je dis, laissez-moi tenter. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé, qui m'a fait rendre compte que voilà, je peux avoir un niveau supérieur à celui de N1 ou de N2, que je peux vraiment aspirer à être pro. Et du coup, tu as fait combien de temps en high school? J'ai fait 2 ans à high school. Et après, j'ai fait 4 ans à l'université. Ça ressemble à quoi au niveau scolaire à high school? Parce que j'ai pas l'impression que c'est le... Franchement, au niveau scolaire, c'est facile. C'est un QCM, quoi. Franchement, moi, ça m'a surpris parce que déjà, ils connaissent pas grand-chose sur ce qui se passe en dehors
de leur pays. À ce niveau-là, je me dis, bon, nous, on passe notre temps, depuis la 6e, à parler des États-Unis, de ce qui se passe dans le monde, et tout ça, histoire jaune, mais eux, en fait, ils s'en foutent, en fait, de ce qui se passe en France, ce qui se passe en Afrique, quoi. Voilà. Eux, ils font le minimum, et c'est bon, ils sont contents, tu vois. Mais ils ont les meilleures écoles universitaires. Donc après, une fois que tu vas à l'université, c'est différent, parce que tu vas vraiment choisir, en fait, ce que tu veux étudier. Mais au lycée, en fait, c'est vraiment le minimum, tu vois. Et ils sont... Quand t'es basketteur, si tu veux aller à la fac, faut quand même passer, faut quand même avoir un certain niveau. Bon, je pense qu'il doit être super bas, mais oui, t'as un minimum de comme GPA, un minimum de moyenne à avoir. Mais moi, une fois que j'étais à l'aise en anglais, que je communiquais assez bien, ben, franchement, la 2e année, c'était facile. Hein. J'ai pas grand chose à faire. J'ai un peu en avant, donc je passais beaucoup plus de temps en salle de muscu et sur le terrain. Mais après, tu laisses tranquille. Une fois que explique un peu la moyenne là. C'est quoi? Il faut juste avoir une certaine moyenne. En gros, t'as une moyenne t'as différentes matières. Et chaque matière, en fait, c'est un GPA, c'est un genre de moyenne entre, souvent entre 1 et 4. 4, c'est vraiment, 4, c'est peut-être 18 ou entre 18 et 20 sur 20, par exemple. Et en fait, je pense que la moyenne, ça devait être, en tant qu'athlète, tu vas avoir au moins un 2,5 ou 6, tu vois, de moyenne globale. Ok. Pour pouvoir aspirer à l'université. Après, souvent, il y a des gens qui n'ont pas cette moyenne-là et qui vont à l'école pendant l'été pour avoir des meilleures notes. En gros, si tu rates une classe, je sais pas moi, tu prends SVT, tu rates une classe pendant le printemps, tu peux aller à l'école pendant l'été et rattraper cette classe-là, tu vois, si tu veux. Ouais. Et tu peux aussi prendre les classes pendant l'été pour avoir de l'avance pour l'année d'après, tu vois. Donc, tu as vraiment beaucoup de systèmes où tu peux vraiment alléger ton cursus scolaire et faire ça plus rapidement. Il y a des joueurs qui prenaient, des athlètes qui prenaient aussi des classes universitaires quand ils étaient encore au lycée parce qu'ils étaient en avance. Okay. Tu as vraiment la possibilité d'être en avance si tu le veux vraiment. Donc, quand tu vois un joueur qui a pas son diplôme, Il y avait des gars en NBA, ils en parlaient des fois, que tu te dis waouh, c'est chaud quand même. Ouais, franchement, c'est ce que tu veux pas. Que tu dis que c'est pas important. Tu dis que voilà, de toute façon, je vais être pro, allez, le diplôme, je m'en fous. Mais franchement, il faut mettre tout en place pour que tu sois vraiment à l'aise, que tu puisses avoir un minimum de connaissances pour pouvoir après passer à l'étape au-dessus. Et tu vois, comparé à la France, toi qui t'as été aussi au lycée en France, du coup. On est d'accord que cet aménagement scolaire, ça favorise quand même le sport, enfin, ça favorise les athlètes aussi. Aux États-Unis ? Ouais. Je sais pas comment c'est maintenant. Je pense que c'est un peu mieux maintenant. Mais moi, quand j'étais à l'EPINA, après, je sais pas comment c'était dans les autres. Tu me diras, toi, parce que tu as fait quand même un grand club de championnat de France. Mais moi, c'était terrible. J'avais les entraînements tard le soir. Je rentrais chez moi, je m'entraînais aussi avec la N3. Donc, des fois, je rentrais à 22h, 23h. Le lendemain, j'avais cours. J'avais match samedi et dimanche. Après, je me dis, je pouvais pas je pouvais pas faire les deux, quoi. C'était impossible. Ouais. Et j'ai quand même réussi à passer mon année. J'ai eu la chance de pouvoir passer en terminale, mais moi, je me dis, je vais quand même partir aux États-Unis. Parce que moi, à Chalon, au final, j'étais dans un des meilleurs centres. Ouais. Donc je pense que comme Cholet, ça doit être un peu aménagé. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait le bac en 4 ans au lieu de 3 ans, tu vois, donc avec des horaires aménagés, 7-8 par classe. Mais comme tu dis, c'est rare, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de centres qui sont comme ça. Surtout avant. Même les meilleurs centres ne sont pas comme ça. Mais là, tu me parles de l'aménagement des cours pour les élèves athlètes, étudiants athlètes. Là, on parle même aux États-Unis dans des lycées un peu lambda, quoi. Ouais, donc quand tu es athlète, tu es différent des autres. Et ils font tout pour que tu puisses mettre en valeur ton sport, que tu puisses être prêt pour ton sport. Et ils aménagent tout. Et après, comme je dis, tu as des possibilités de rattraper des cours si tu veux pendant l'été, par exemple, ou t'avancer. Et tu as même la possibilité de prendre des cours en fait, universitaires pour pouvoir être prêt pour l'année d'après. Donc, tu as vraiment tout qui est mis en place pour que tu puisses vraiment. C'est un monde totalement différent. Ah ouais, c'est totalement. Là, franchement, les États-Unis, c'est différent. Je sais pas comment c'est des autres pays, mais les États-Unis, ils sont vraiment en avance par rapport à ça. Et après, tu vas à Florida. Pour les gens qui ne connaissent pas Florida, ils pourront regarder sur Netflix. Il y a un reportage sur l'équipe de foot de Florida. Mais même s'il y a des histoires un peu bizarres, ça reste, tu vois quand même la ferveur, tu vois quand même le stade de foot, c'est un truc de fou furieux. Tu vois un peu l'ambiance. Est-ce que toi, déjà, comment tu as été recruté par Florida ? Moi, à la base, j'allais aller à Indiana. Ok. Mais en gros, j'ai ma dernière année, parce qu'en gros, aux États-Unis, tu as la possibilité de visiter les écoles. Ok. T'as des écoles qui te recrutent et disent voilà, maintenant on veut que tu viennes sur notre campus, on va te faire montrer un peu la ferveur, tu passes 1 ou 2 jours avec nous, tu vois, en gros ils te font kiffer de ouf pour que tu puisses signer avec eux. He Got Game. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas vu le film He Got Game, allez voir le film He Got Game. Donc moi à la base, j'avais visité Indiana très tôt, mais après je me suis fait mal au genou donc je ne pouvais plus visiter des écoles, donc j'ai attendu en fait, t'as des genres de fenêtres, t'as des fenêtres où tu peux visiter des écoles en automne, entre septembre et novembre, et après au printemps, l'année d'après. Okay. Donc moi j'ai dû attendre parce que j'étais blessé, donc je ne pouvais pas partir. Et en gros, à la deuxième partie de saison, je fais une grosse fin de saison.
Et il y a Florida qui était sur Brandon Knight. Enfin, un joueur, je pense que tu connais, un Bien joueur sûr, NBA, ouais, NBA, ouais. qui était aussi qui joue sur Floride. On a joué contre lui son dernier match. On les a battus chez eux. Ok. Et en gros, j'ai fait un gros match ce match-là. Et il y a Florida qui était là, qui était venu le voir jouer. Donc, en gros, ils ont été intéressés par moi. Et après, j'ai échangé avec le coach Billy Donovan, qui est aujourd'hui coach de Chicago Bulls. Et voilà, j'ai adoré en fait son approche. Et en même temps, Indiana, quand je suis parti visiter Indiana, j'ai pas signé parce que je voulais attendre de revenir d'abord chez moi et discuter avec mon coach et ma famille. Et une fois que Florida a commencé à vraiment être à fond sur moi, le coach d'Indiana, il a un peu changé en fait. Il commençait à mal parler de Florida, du coach de Florida. Il disait ouais bon, eux ils ne voulaient pas avant. Ils ont ce joueur-ci. En fait, j'ai pas vraiment aimé son approche parce qu'il n'aimait pas trop le fait que je laisse la porte ouverte à Florida. Ok. Et je me dis, j'ai pas trop aimé en fait. C'est qui le coach à Indiana? Tom Crean. Ah, ok. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'était pas Bobby Non. Knight à l'époque. Non, non. Mais un bon coach. C'était la classe de Victor Oladipo, Cody Zeller. En gros, je devais être avec eux. Mais finalement, je dis non, je suis quand même à la Florida. En plus, c'est pas trop loin de là où je suis au lycée. Je suis à 3 heures de là où j'étais avec mon coach. Donc, à qui je suis proche. Donc, je vais quand même rester dans le même état. Et quand tu as reçu l'offre et que voilà, tu as su que tu avais la possibilité d'aller là-bas, toi, t'étais excité ou c'était genre juste une étape de plus Non, je suis super content parce que voilà, je voulais être loin. Je pensais à Épinal avant que je parte. Mais c'est ce que j'ai pensé en préparant le podcast. Ouais. Je me suis dit, attends, tu passes de Épinal à Florida, mais je sais pas s'il y a un truc plus éloigné en fait. En plus, en France, il n'y a pas trop de joueurs. Enfin, aux États-Unis, il n'y a pas trop de joueurs français qui étaient à l'université. Et moi, en fait, j'étais un des seuls joueurs qui avait vraiment fait lycée et université aux États-Unis, quoi. Je sais qu'il y avait Ronny Turev qui était passé par Gonzaga. Bon, je jouais avec Noah que tout le monde connaît, qui lui, par contre, il venait des États-Unis, tu vois. Mais en tant que Français pur, j'étais un des seuls qui avait vraiment fait ce cursus-là. Et moi, j'étais content. Je me dis, bon, je vais quand même aller à la Florida. Tu pensais à tous les gars qui t'avaient dit n'y va pas. C'est exactement ça. Des mecs que je connaissais depuis longtemps. Mais je pourrais parler de ça pendant 2 heures. Ça m'a foudroyé. Franchement, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Que tu puisses dire à un jeune qui veut vivre son rêve de pas y aller, quoi. Ouais. À cause de tes propres excuses, des propres expériences, tu dis mais en fait tu le rêves du petit. Et je pense que moi j'étais un des seuls jeunes à dire c'est quoi, moi j'ai oublié ça et je vais quand même y aller. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent leur coach, même leurs amis et tout ça qui le font pas, quoi. Ouais, je pense que faut te prendre entre le. Tu peux écouter les gens. Il y a des gens que je pense qui ont des super avis, mais tu peux aussi essayer de réfléchir pourquoi le mec il te dit ça, parce que est-ce que c'est parce lui il a échoué et donc du coup il te met ses peurs sur toi-même, ou c'est parce que c'est toujours, enfin je veux dire, tu prends l'avis de quelqu'un, c'est mieux d'avoir ton avis à toi qui a réussi et qui peut aussi te dire très honnêtement il y a ça qui est bien, ça qui est pas bien, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est dur à cet âge là, je pense. C'est ça en fait, c'est là, je sais que t'as 15-16 ans et tu dis moi je connais pas grand chose, je vais quand même demander l'avis des autres personnes et peut-être 70% des personnes disent ouais franchement tu vas là-bas tu vas te perdre, quoi. Et un campus comme Florida, y a combien de entre guillemets d'habitants qui vivent là-dedans? Facilement je dirais 40 000 ouais. C'est pas en mal, plus il y a des personnes qui ont déjà fini l'école, l'université, qui reviennent pour les matchs, tu vois, qui reviennent pour supporter l'équipe, tu vois. C'est vraiment un événement où tu as des gens qui ont gradué, qui ont eu un diplôme il y a 5, 10, 15 ans. En fait, c'est vraiment de génération en génération, tu vois. Ton père a pu être je sais pas moi, athlète à Florida et son fils il l'est, et ses grands-parents aussi sont partis à Florida, tu vois. Donc c'est vraiment de génération en génération. C'est ça qui est ouf, c'est que tu peux être aujourd'hui à être à Florida avec ton père, ton grand-père ou ta grand-mère et tes oncles, et vous êtes tous venus de Florida, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et toi, en tant qu'athlète, t'es reconnu sur le campus, t'es une star. C'est quoi l'engouement un peu pour un joueur de basket? Si tu gagnes, oui. Déjà, le basket et le foot sont en place, hein. Nous, on était en place, franchement. Okay. La première année, bon, j'étais pas trop connu parce que voilà, je venais d'arriver, tu vois, mais j'étais quand même le seul Français de l'équipe. Okay. Tu vois, donc c'était quand même différent de tous les autres joueurs. C'est qu'il y avait un Français, c'était lui, et moi, je me distinguais des autres joueurs. Après, au fur et à mesure des années, tu vois, quand tu es un peu plus en place, je commence à gagner aussi. On a eu la chance d'avoir des très bonnes années à Florida. C'est vrai que les gens te reconnaissent plus. Tu te montres plus aussi. Et c'est, comme on dit, gagner, ça aide toujours, hein. Donc je pense que ça, nous, quand on y était, on a gagné. Et ça, sur notre cote, elle était assez haute. Ok. Et ta première année au niveau du basket, bon, après, tu viens d'un lycée militaire. Donc, comme tu disais, beaucoup d'exigences. Ouais. Billy Donovan, du coup, qui est maintenant coach au Chicago Bulls, t'as dit? Ouais. Je savais pas qu'il y était encore, tu vois. Ça fait un petit moment qu'il était à Oklahoma aussi avant. Il était à Oklahoma, ouais. Là, il fait son petit cursus, hein, tranquille, hein, en place. Hein. Et c'était quel genre de coach? Il était réputé pour être assez dur quand même, non? Assez dur, très très dur. Très très, franchement, il était exigeant.
Après, il avait gagné, tu vois, au niveau, donc il savait ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse être champion NCAA. Donc ça, il était très bon dans ce domaine-là. Humainement, c'était un mec en or. Je pense que c'est un mec qui a eu de très bons joueurs, qui a réussi à les coacher aussi en dehors du terrain. Je pense que pour moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que le fait qu'il soit un très bon coach. Pour qu'on temps aussi, c'était une personne avec qui tu pouvais discuter. Et il t'aidait aussi beaucoup mentalement aussi à passer quelques caps. Et moi, j'étais aussi un joueur qui était jeune, français, à l'université, loin de ma famille, etc. Donc je pense qu'il m'a beaucoup aidé dans ce domaine-là. Et non, franchement, tu vois au fur et à mesure des années la progression que tu fais en tant qu'homme aussi, en tant que joueur de basket. Et je pense que ouais, c'était un coach qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière de joueur. En plus, après, tu as joué quand même pour que ce soit aux États-Unis, du coup, là-bas, mais après en Europe. Tu as joué à Monaco, Obradovic, Ouais. Massimo Cancelleri Massimo. à Limoges. Tu as joué pour des coachs assez durs. Ouais. Donc, clairement, je pense que limite, quand tu jouais pour des gars comme ça, tu devais dire merci à un gars comme ça ou merci à ton lycée. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, entre guillemets, ça prépare. Après, je pense que tous les coachs sont différents. Mais l'exigence, je pense que c'est important. Et quand le coach a ça te permet aussi de toi de te pousser. Et moi, j'ai toujours l'habitude de ça. Donc, je pense que quand un coach me pousse, je pense que c'est pour mon bien à moi et j'ai jamais pris autrement. Et c'est pour ça que ça m'a poussé, ça m'a toujours aidé au fur et à mesure de ma carrière. Et je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, quoi. Et en Florida, vous avez fait le Final Four? Dernière année, ouais. Dernière année, Final Four. Bon, ceux qui savent pas, Final Four, c'est... Explique un peu le process de la March Madness. Alors, en March Madness, t'as 32 équipes. Ouais. Et en gros, c'est le premier contre le 16e. En gros, c'est par rapport à la saison que tu as fait. Nous, ma dernière année, on était la première équipe de tout le pays. En fait, on a fini meilleure équipe du pays. Et on avait la première place, entre guillemets. En gros, tu as 4 régions. Nord, Est, Sud-Ouest. Et en gros, les équipes sont réparties par région. Donc, tu as le premier contre le 16e, deuxième contre le 15e, etc. Et élimination directe. Élimination directe. Et après, tu as un final fort dans une ville. Nous, c'était à Dallas, il me semble. Demi-finale, finale. Et on a match. Ouais. Et nous, on a perdu en demi-finale contre Yukon de Shabazz Napier, qui joue aujourd'hui à Bayern. Et Boatwright, qui a joué à Paris Basket, je sais pas si c'est lui. vrai. Ouais. Et les deux, ils nous ont tués. Et le Final Four, déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, la March Madness, mais encore plus le Final Four, je crois que c'est l'événement le plus suivi aux États-Unis. Ouais, c'est un le Super Bowl peut-être. Derrière le Super Bowl, peut-être juste derrière. Le truc, c'est que c'est sur un 4 jours. En gros, c'est du jeudi à dimanche. Okay. Et l'engouement, il est hallucinant. Mais déjà, la March Madness, c'est quoi? C'est 3 semaines, entre guillemets. Okay. En gros, tout le monde attend ça. T'as des matchs où voilà, c'est à coup près comme tu l'as dit. Et les équipes qui se mettent pas en valeur pour l'année parce qu'elles n'ont pas la chance de jouer à la télé chaque année, télévisée nationalement dans tout le pays. Donc là, en fait, c'est leur moment de gloire, en fait. Et des fois, des équipes qui sont, entre guillemets, sous-cotées, qui arrivent à faire des perfs, qui arrivent à battre des équipes, entre guillemets, un peu plus connues. Et c'est pour ça que les gens adorent la March Madness. C'est vraiment un tournoi unique et ça a sa place aux États-Unis. Et à Dallas, en plus, vous avez joué dans un stade de foot, non? Ouais, stade de foot. Combien de personnes il y avait là-dedans? Dans le stade de foot, je crois que c'était plus de 100 000. 100 000 ouais, je crois que c'est 90 000, ouais. Et en gros, ils avaient 4 grands écrans sur les côtés, en fait, pour montrer. Et le terrain, il était un peu surélevé. Donc, il faut que tu montes pour c'est le truc le plus fou que tu as fait de ta vie? Ouf. C'est quoi l'émotion quand tu rentres sur le terrain et qu'il y a autant de monde, en fait? En fait, les gens, ils sont un peu loin, donc c'est bizarre. Mais j'ai regardé, pour moi, c'était hallucinant parce que je me dis que ça arrivera peut-être jamais de ma vie. Hein. Je pense que ce sera la seule fois où je pourrais jouer devant autant de monde. C'est comme tu joues en fait dans un terrain de foot ou un terrain de football américain, quoi. Pour moi, c'était hallucinant. Bah, tu m'étonnes. Et quand tu penses qu'au même âge, en France, on a des jeunes qui jouent dans le championnat espoir. Ouais. Devant 25 personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les jeunes, maintenant, ils veulent au State. Hein. Le rêve américain, je comprends. On va en reparler. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, gestion de la pression, gestion... tu vois, très tôt, tu joues des matchs pro, au final. Ouais, c'est vrai, ça. Mais tu le vois pas, mais c'est vrai. Comparé à performer devant du monde, c'est pas un truc que tu claques des doigts et ça s'apprend du jour au lendemain. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Je veux dire, t'as un lancé en finale championnat espoir devant 30 personnes ou un lancé important devant 80 000, t'es un peu vacciné pour la vie, tu vois. C'est vrai que c'est différent. Après ton cursus à Florida, donc t'es pas drafté en NBA. Tu t'y attendais ou Franchement, non. Non, je m'attendais pas. Je pense pas que je me suis blessé. Je me suis fait opérer l'été avant ma dernière année à l'université. Et à la base, je voulais en gros prendre une année off, red shirt, que ça s'appelle, quand en gros, quand t'es blessé, tu peux prendre une année off. Et à la base, ce que je voulais faire, parce que je me sentais pas à 100% pour jouer, mais bon,
Mon coach m'a convaincu et aussi mes amis à qui j'avais commencé. On voulait tous finir ensemble. Donc, je dis, je vais tester. Ils m'ont dit, voilà, franchement, tu te sens bien, je vais tester, voir comment je me sens. Et en fait, j'ai réussi à faire tous les matchs de l'année. Et finalement, j'ai pas été drafté. Moi, je m'y attendais pas. Ok. Tu t'y attendais pas à être drafté ou... À être drafté, je m'y attendais pas, non. Ah ouais, voilà. Non, au grand regret, non. Non, parce que tu sais, j'ai l'impression que quand des fois, tu vois maintenant des jeunes qui sont là-bas, ils te disent non, mais je vais être drafté, alors que tu sais très bien. Enfin, tout le monde le sait et qu'ils vont pas l'être. En fait, tu vois, après, quand tu connais un peu. C'est une question de profil, c'est pas que le niveau. Ouais, hein, profil, niveau. Après, je pense que si t'étais un peu plus vieux, c'était plus dur aussi de se faire drafter. Tu vois l'année dernière, comment il s'appelle, Burns, le gars de North Carolina State, qui a tout tué et qui a pas été drafté juste parce que c'est son profil en fait qui veut ça. Tu vois, c'est dur. Hein. En plus, c'est l'âgé, tu vois, il était un peu lourd. NBA, je sais pas où il est en ce moment. Taïwan, on m'a dit, je crois. Ah ouais. Je crois que j'ai vu une vidéo de Taïwan, c'est vrai. Waouh. Après, tu vas au Havre. Ouais, au Havre. Transition, elle est compliquée. STB. Ouais. STB. T'as fait Épinal, Floride, ouais, Le Havre. Ouais. Mais ça, c'est une vraie question que je vais te poser parce que je me suis toujours posé cette question-là. Je pense notamment aux Américains qui sont... alors moi, tu me connais, je suis souvent dur avec eux. à dire, ouais, ils respectent pas ci, ils respectent pas ça. Ouais. Mais ça, c'est aussi une question que je me suis souvent posée. Comment t'as été dans des infrastructures incroyables à l'âge de 17, 18, 19 ans. Ouais. Et là, t'arrives et des fois, ton premier tournoi de pré-saison, il est dans une salle de omnisport de collège. Tu vois, moi je me souviens des tournois d'Alfortville, on jouait des fois le 11h du matin dans un, dans un COSEC en fait, tu vois. Comment tu veux que les gars nous respectent? Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, c'est vrai. Non mais pour moi c'était fou parce que j'ai fait ma pré-saison avec Le Mans à la base. Et après le Havre m'a appelé. Donc à la base, j'étais juste sans club. J'étais au Mans sans club. Et je me souviens, je me suis fait mal au dos, donc j'étais pas apte à m'entraîner. Et là, je reçois le coup de fil du Havre. Bon, mon agent, il me dit, le Havre, ils sont chauds pour te prendre. Je dis, vas-y, moi, je veux juste avoir une équipe, vas-y, c'est bon aussi. Donc j'ai signé directement. Et quand je suis arrivé au Havre, j'ai compris que le Havre, c'était le club avec le moins de thunes, en fait. Le petit budget, chaque année, il se battait pour rester en première division. Ça, je l'ai compris. Après, je suis arrivé, j'avais un kiné qui était assez âgé, qui était là depuis longtemps, qui faisait pas grand chose, tu vois. Donc j'ai dû apprendre en fait à prendre soin de mon corps tout seul, tu vois. Alors que tu sortais d'une infrastructure où exactement. Donc en gros j'ai dû apprendre à faire mes soins un peu tout seul. La récupération c'était tout seul aussi. Je me souviens les bains froids, tu vois, on le faisait dans les poubelles, tu vois. Donc ça pour moi c'était jamais, il fallait qu'on ramène des morceaux de glace congelé du port pour qu'on puisse l'utiliser. Je me dis mais on est où là? Tu vois, what the fuck, tu vois. Mais en fait tu dis que c'est le monde pro. En fait, tu dis mais attends, mais je suis pro là. Oui, je suis pro, c'est bon, t'es pro. Mais frère, c'est hallucinant, tu vois. Tu connais pas ce monde-là du monde pro. C'est là que tu vois peut-être la différence de culture entre les USA, qui le sport c'est un peu une religion entre guillemets. Et moi, ça me choque quand je regarde des reportages sur pareil, les high school, les junior college, tu vois les infrastructures. Mais j'étais pas pro, tu vois. J'étais encore un student, j'étais encore un étudiant athlète. Et là, je me dis, bon, c'est bon, je suis pro, là, c'est bon, je vais être rémunéré, tu vois. On est pro, tu vois, c'est bon, je suis en pro, tu vois. Première division en France, tu vois, je suis là. Mais après, j'ai compris qu'il y avait aussi certains clubs qui avaient plus de thunes que d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être accès à d'autres choses que les autres n'avaient pas, tu vois. Même le meilleur club français, il n'aura pas les infrastructures que tu as eues. C'est vrai. Mais je me dis, il y a quand même un minimum, tu vois. Il y a quand même un minimum, il y a pas de... C'était comme ça et je pense que j'ai dû m'adapter. Et on va parler maintenant du sujet où il y a plus en plus de jeunes Français qui vont en NCAA. Les règles, elles ont changé par rapport à ton époque. Ouais. Toi, si je dis pas de bêtises, tu n'avais pas le droit d'être payé à l'époque en fac? Non, du tout. Zéro. Nada, rien. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait pas mal de jeunes à l'époque qui voulaient peut-être aller en fac, ou en high school ou en fac, et à partir du moment où je crois que tu avais joué un match pro, où tu avais touché rien que 1 euro par un club pro, en gros c'était ça la règle, non? En gros, si t'avais eu un contrat pro, tu pouvais pas être considéré comme amateur. Et en gros, soit tu devais faire 1 an dans une junior college ou un truc comme ça, un genre d'année de tremplin où t'asseoir pendant 1 an, ne pas jouer pendant 1 an pour repartir en fait à zéro. Et souvent les jeunes ne voulaient pas faire ça. Donc en gros, si tu signes un contrat pro, t'avais tes petites chances de pouvoir devenir joueur NCAA. C'était vraiment rare. Et il fallait que soit tu sois espoir, mais si tu avais la chance de rentrer en pro, d'avoir signé un contrat pro, c'était pratiquement terminé pour toi pour devenir joueur NCAA. Ouais. Ça, je pense que ça a bloqué pas mal de jeunes Français qui peut-être se disent on sera allé là-bas, quoi. Je pense, oui. Après aussi, je pense qu'avant, les jeunes joueurs français voulaient vraiment, vraiment devenir pro directement. Même si ça passait par signer 3 ans et peut-être pas jouer, etc. Ils voulaient vraiment, moi je veux être dans un groupe pro, même si je joue pas. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes disent, bon,
voilà, j'ai la chance de pouvoir potentiellement dans les NCAA, je peux potentiellement être rémunéré aussi. Il y a le côté aussi American Dream qui est plus grand aussi. Il y a le côté aussi expérience extrascolaire qui est pas mal. Et je pense que ça, les jeunes joueurs, ils l'ont compris. Et avant, je pense que c'était vraiment focus que sur être pro directement, quoi. Ouais. Et donc même à l'époque, même les meilleurs joueurs, ils n'étaient pas du tout payés, quoi. Enfin, En fait, ceux qui étaient recrutés, les meilleurs joueurs, souvent, ils recevaient un peu de l'argent en dessous, tu vois. Souvent, ils donnaient de l'argent à leur famille, etc. Mais officiellement, non. Tu n'avais pas le droit officiellement de payer un joueur. Mais je pense que dans le recrutement, il y a forcément eu des écoles et des coachs qui l'ont fait. Il y a souvent, il y avait des, comment dire, il y avait des écoles qui étaient pénalisées par la NCAA après des enquêtes. Soit ils prenaient, je sais pas moi, 2-3 mois de sursis, etc. ou une amende parce qu'en gros, ils avaient vu qu'il y a eu des choses qui se sont passées pendant le recrutement. Où souvent le joueur était suspendu pendant 3 matchs parce qu'en fait pendant le recrutement ils ont vu qu'il y a eu des trucs qui étaient pas nets, quoi. Donc il y a forcément des trucs qui ont été faits, mais après il y a toujours un moyen de forcément trouver une magouille, tu vois, pour essayer de en gros, entre guillemets, recruter le joueur illégalement. Même, je crois que au niveau du règlement, normalement c'était même poussé, comme tu dis, dessous de table, ok, mais c'était même poussé à l'extrême. Normalement, je crois que tu n'avais même pas le droit d'inviter le mec au resto, non? Non, pas le droit. T'avais pas le droit d'inviter le mec au resto. Tu pouvais pas l'appeler quand tu voulais. En gros, t'avais des périodes pour appeler le joueur. Tu vois, recruitment windows, en gros, tu avais des fenêtres où tu pouvais appeler le joueur, tu ne pouvais pas le contacter, tu avais des fenêtres où tu pouvais voir le joueur, parler face à face, mais il fallait qu'il soit en présence de quelqu'un. Il y avait vraiment beaucoup de règles pour vraiment protéger les joueurs. Okay. Et après, il y a forcément il y a eu des moyens où les écoles trouvaient des petites magouilles pour essayer de recruter les joueurs et d'avoir accès aux joueurs, quoi. Et entre vous, c'était un sujet, ça, le fait de... La NCAA, pour ceux qui ne savent pas, c'est une industrie qui brasse des milliards, des milliards, je pense, tu vois. Est-ce que pour vous, de se dire, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui en ont parlé en se disant qu'ils ont un peu poussé des coups de gueule, maintenant un peu moins parce que les règles ont changé, on va en parler, mais de se dire, attends, les mecs ils se font des milliards sur notre dos et nous on peut pas prendre 1 euro en fait, enfin $1. Franchement, moi, je pensais même pas je être là, donc franchement, après, je pense que les joueurs qui étaient vraiment des top recruits, tu vois, des top joueurs de leur classe, je pense que j'aurais pas avoir cet argument-là, tu vois. Et quand tu vois les joueurs qui sont passés même sur le basket ou au foot, surtout au foot, il y avait beaucoup plus d'argent au foot pour l'américain. Okay. Et les joueurs qui étaient des superstars, en fait, ils recevaient rien. Il y a aussi un joueur qui avait signé un maillot qui a été revendu, qui a eu des problèmes, tu vois. Il y a un joueur qui tu reçois, par exemple, 100 € d'un booster. Bah, t'as pas le droit, en fait, si tu prends en photo et qu'il dit, ouais, je donne 100 €, tu peux avoir des problèmes. C'est vraiment des trucs minimes, quoi. C'est quoi un booster? En gros, c'est des personnes qui investissent dans l'université. C'est des personnes qui mettent de l'argent dans l'université. Et des fois, tu vois, ils peuvent venir te donner un cadeau. Et si tu l'acceptes et que tu mets en valeur, bah, c'est comme si on fait donner un truc qui était illégal. T'as pas le droit de recevoir un truc qui a une valeur. Et tu peux pas faire ça, en fait. Il y a beaucoup de... C'est une bonne hypocrisie, quand même, quand tu penses tous les mecs. C'est exactement ça. Et les maillots, tu vois, par exemple, que tu vendais, les maillots de joueurs que tu vendais, en fait, ça c'est l'école qui ramassait. Tu vois, c'est l'école qui ramassait. Et la NCAA qui ramassait. Le joueur, il recevait rien du tout. C'est pour ça que souvent les joueurs, ils faisaient des one and done. Ils faisaient 1 an à l'université et après, il partait en NBA, quoi. Ouais. Et maintenant, les règles, elles ont changé depuis quelques années. Je sais pas exactement quand. Je dirais, tout moins 2-3 ans, ouais. Et du coup, maintenant, les joueurs peuvent être rémunérés, mais je crois que c'est pas la fac qui peut te payer directement, non? C'est par des compagnies... En fait, t'as des contrats de sponsoring. Okay. Par exemple, si Nike ils peuvent signer un joueur qui est à l'université, par exemple. Si moi, je trouve que t'es un joueur talentueux, je peux trouver un contrat ensemble où je te rémunère chaque mois. Et en gros, tu mets en valeur ma marque, que ce soit nourriture, et des joueurs qui ont des contrats avec Porsche, Ferrari, que ce soit, je sais pas moi, des habits, etc. Donc en fait, t'as un peu de tout. Et c'est ça en fait qui rémunère, entre guillemets, le joueur. Et aussi, moi, par rapport à mon école, moi, je sais que le coach, il a un genre un montant, en fait, une enveloppe chaque année. Chaque année je sais pas combien exactement de dollars, mais en gros, il a besoin de pouvoir recruter des joueurs. En gros, si t'as pas d'enveloppe pour recruter des joueurs, tu peux avoir une bonne équipe. C'est comme un club pro, en fait. Non, c'est devenu un vrai club pro. Exactement. Ouais. Donc, en fait, mon pote me disait que, par exemple, le coach lui avait dit, ouais, moi, si aujourd'hui, j'ai pas, l'administration me donne pas au moins un certain montant, je peux pas leur promettre d'avoir un bon résultat, une bonne équipe, quoi. Et souvent, les joueurs, en fait, qui sont rémunérés, ils disent par exemple que moi, l'année dernière, j'ai reçu ça. Est-ce que cette année tu peux me donner ça ou pas? Sinon je vais autre part. C'est pour ça parce que maintenant tu peux en plus être transféré beaucoup plus facilement en cours d'année, quoi. C'est pour ça cours de cursus. Exactement. C'est pour ça qu'au bout d'un an, par exemple, si moi cette année je gagne 200 et que voilà, je joue pas plus que ça ou je suis un peu frustré, je peux dire écoute voilà, moi j'ai ces codes là qui me proposent 250.
Tu veux matcher ou tu veux matcher, est-ce que tu veux me donner 50 ou pas? Si tu me dis, non, bah vas-y, je vais là-bas, tu vois. Il n'y a pas vraiment cette envie de rester, de pouvoir se battre pour gagner sa place. En mode, voilà, si je peux gagner plus ailleurs, bah, merci Surtout pour que là, toi. on parle quand même de montants où, alors ok, il y a les top Ouais. players qui, eux, Ouais. bah, en plus, ont les spots pubs, et eux, ils Ouais. peuvent prendre des bons millions, je pense. Ouais. Mais j'ai l'impression que sur les Français qui y vont maintenant, t'as même des gars qui sont peut-être jamais pro un jour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qui vont peut-être finir N1, Pro B, des fois avoir plus bas. Mais là, ils ont quand même des salaires pendant 3-4 ans sur leur cursus universitaire Ouais. où ils ont un bon salaire de première division quand même, tu vois. Donc, Après, je sais pas comment ça se passe pour les Français, mais c'est vrai que, en détail, mais c'est vrai que, ouais, tu te dis que là, tu vois, entre 18 et 21, 22 ans, et maintenant, tu vois, t'as des joueurs qui restent jusqu'à 23, même 24 ans, hein. Tu vois, t'as des joueurs qui passent 5-6 ans à l'université. Tu dis, mec, t'es rémunéré pendant 5-6 ans, tu vois, tu peux peut-être avoir 2 diplômes, tu peux aider aussi ta famille financièrement, tu peux au moins voilà, avoir un petit truc en ton compte en banque et au moins avoir une belle expérience à l'université. Donc c'est vraiment un argument qu'ils ont et c'est une option à au moins cogiter, à au moins avoir, quoi. ouais. Est-ce que c'est quoi pour toi le plus gros, enfin, tes jeunes joueurs, le vrai plus, tu vois, de se dire bon maintenant je vais aller à la fac. Bon, toi t'es allé même sans l'argent, donc au final t'es pas allé pour l'argent, mais l'argent c'est encore maintenant la cerise sur le gâteau, on va Ouais. dire. Mais c'est quoi pour toi ce qui te dirait bon bah j'y vais pour ça, quoi, ce qui t'a vraiment décidé au final et ce qui te déciderait maintenant si t'avais à refaire ce choix? Bah, aujourd'hui déjà je me dirais est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir jouer en pro ou pas? Est-ce que je veux avoir cette expérience extrascolaire qui est importante? Est-ce que je veux un diplôme aussi? Parce que je pense que ouais, toi, tu as commencé à 17-18 ans en tant que pro, peut-être? Ouais, 18. 18, Moi j'ai dû arrêter au bac tu vois? parce Donc, que à Chalon-sur-Saône en fait il n'y avait pas vraiment d'école dans tu vois, dans la ville, ouais, à part un IUT. ouais, Et si tu veux faire un truc, il faut direct aller prendre le train, aller à Dijon. Tu peux pas ouais, c'est dur. t'entraîner, quoi, tu vois. Eh oui, c'est dur. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tu dis qu'avec le bac, c'est assez? Tu vois, moi, en tant que parent, aujourd'hui, tu as des enfants, mais si ton fils, il dit, voilà, moi, je vais arrêter à 18 ans et faire du sport en tant que pro, je sais pas qu'est-ce que tu lui dis, tu vois. Hmm. Est-ce que tu veux potentiellement essayer d'avoir un diplôme? Tu peux aussi faire des rencontres qui peuvent être magiques aussi. Je pense que humainement, tu peux être aussi avoir une bonne expérience là-bas, faire des connexions, etc. Et vraiment essayer de voir un monde différent. Moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que je peux toujours revenir en France. Tu vois, donc la France, ça va nulle part. Donc si tu veux tenter au moins, et tu sais pas, tu tentes une année et tu t'adores de fou et tu restes peut-être 3-4 ans, tu vois, ou tu tentes un an et tu dis, bon, voilà, l'année, ça m'a suffi, là, je reviens en France. C'est un choix à faire, mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que les États-Unis, c'est une bonne option pour un jeune qui sait pas trop où il veut aller, qui sait pas trop s'il peut au moins accéder en temps pro. Si par exemple, voilà, t'es aux portes de Anna, N2 et Espoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester en France si tu peux avoir l'opportunité au moins d'avoir l'expérience américaine, d'avoir une bourse et d'avoir des diplômes et potentiellement d'avoir aussi un petit billet, quoi. Par contre, au contraire, j'ai l'impression que les meilleurs prospects, tu vois, on a vu là, les Zachary Rizaché, Salin, Koulibaly, bon, Victor, c'est encore. Ouais. Il serait allé sur la Lune, il aurait été drafté numéro 1, tu vois. Mais j'ai l'impression que les plus gros prospects, ils ont pas forcément d'intérêt C'est vrai? tu vois, aller se mélanger là-bas avec des jeunes. Pour toi, est-ce que c'est fait, on va dire, pour tous les types de profils? Ou alors, au contraire, t'as soit type de profil par rapport au style de jeu ou simplement à ta hype de départ où tu te dis, bon, bah, c'est aussi bien de rester en France dans ton cocon, etc. Moi, je pense que si tu as la possibilité de faire drafter assez tôt, entre 18 et 20 ans, tu devrais rester en France. Ok. Tu vois, entre guillemets, te cacher, tu vois. Pourquoi Parce que si tu vas aux États-Unis, tu peux être exposé. Ok. Parce que le niveau universitaire, il est pas facile. Après, tu peux tomber dans une école où, par exemple, voilà, tu t'arrives et tu joues pas. Tu vois, t'es pas à l'aise. La concurrence, c'est dur, c'est différent. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à aller à l'université après avoir été en Europe et vraiment performer et se faire drafter directement. C'est vraiment dur. Je pense que si t'es un top joueur en Europe, tu restes en Europe et tu vas te faire drafter, tu vois. Mais pourquoi tu dis que par rapport, je vois exactement ce que tu veux dire, mais j'essaie de l'expliquer. Plus par rapport au style du jeu qu'au niveau. Parce qu'on est d'accord qu'une équipe professionnelle est meilleure qu'une équipe universitaire. Oui. Mais donc, tu vois, on va prendre l'exemple d'un Zachary Rizaché. Bon, après, il est drafté numéro 1. Je peux en parler parce que Steph, c'est mon pote, donc il va pas m'en vouloir. Mais on est d'accord que Bourg-en-Bresse, l'année dernière, était bien meilleur qu'une équipe universitaire. Tu vois, finale d'Eurocup, etc. Est-ce que tu penses qu'en allant là-bas, il aurait eu le même niveau au final, individuellement? Tu vois, mais est-ce que le fait d'être c'est quoi par rapport au style de jeu où tu penses qu'il aurait... Moi, je pense style de jeu aussi. Et après, le contexte, parce que tu vois, t'arrives là-bas,
Si le coach il kiffe pas plus que ça, tu vois, tu sais pas comment ça va être aussi. Après, toi, est-ce que tu vas bien se sentir aussi là-bas? Ok. Si t'es un potentiellement top 5 pick, c'est un gros risque à prendre quand même pour un an. Pour pas grand-chose au Pour final. pas grand-chose exactement. Ouais. Je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Si t'es un joueur qui veut juste aller là pour le rêve américain, pour l'expérience américaine, oui. Mais si t'es un top 5 pick, pratiquement, ça sert à rien d'aller là-bas pour t'exposer bêtement. Je pense que moi, c'est pas une bonne idée. Ok. Et c'est parce qu'en plus c'est un style de jeu assez particulier. Hein. Ouais. Au niveau des règles, je sais pas s'il y a encore les possessions, ça a baissé ou pas, mais c'était super long. Moi, avant, c'était 35 secondes de possession. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est Tu énorme. t'endors des fois. Ouais. Et c'était 2 fois 20 minutes. Ok. Tu vois. Donc c'était 20 minutes complètes, après mi-temps et 20 minutes. Mais d'ailleurs, JJ Redick et LeBron dans le podcast, ils en avaient parlé et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas regarder la NCAA parce que le style de jeu, c'était pas adapté après à former des pros en fait. Exactement, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent et c'est assez unique. Après, bon, tu t'y habitues quand tu y es, mais c'est vrai que c'est des longues possessions des fois et après, tu as différentes écoles qui ont des styles de jeu différents. Et c'est vrai que pour préparer pour le niveau après, c'est. Et du coup, les Français qui vont là-bas, est-ce que tu. Bon, je pense pas que c'est un truc qu'ils prennent en compte à regarder à 4 ans. Est-ce que j'aurai un style de jeu dans 4 ans qui sera adapté au monde pro? Enfin, ouais. On est jeune, on pense à demain, tu vois. Mais est-ce que du coup, ça peut être un handicap après pour eux? Est-ce que toi, tu as senti. Alors, je sais pas comment vous jouiez à Florida, mais quand tu es repassé dans le monde pro, où on joue tous à peu près tout le monde pareil, hein, toutes les équipes plus ou moins, on va dire, est-ce que tu as senti un temps d'adaptation? Oui. Moi, quand je me souviens, j'ai joué mon premier match en pro, en pré-saison. Je me souviens, j'avais venu jouer contre. Je crois que c'était contre Rouen. Je crois que c'était Hakim Bala, un big match. Ouais, Hakim Bala, ouais. Et je crois que j'ai fait 3 fautes en 2 minutes, un truc comme ça. C'était un truc, j'ai pas pu jouer. En fait, je me dis, mais pourtant, nous, en Florida, c'était pression tout terrain, tu vois, trappe, défense dure, tu vois, tout le temps à fond. Et quand je suis arrivé, en fait, je me dis, mais en fait, il faut que je m'adapte parce que les choses que je faisais à l'université qui passent pas. En plus, j'étais un jeune joueur, tu sais, quand tu viens d'arriver en pro, on ne te connaisse pas trop, l'expérience, etc. Donc, je me suis fait borner un peu, tu vois. Donc, mais c'était vraiment dur pour m'adapter au début. Après, je pense que c'était plus au niveau du style de jeu, c'était beaucoup plus lent, tu vois. J'avais joué, j'ai joué 35 secondes déjà. Hein, ouais. Et aussi quand je jouais au Havre, voilà, c'était vraiment des joueurs qui étaient expérimentés, tu vois. Comme des joueurs avec Ricardo Greer, par exemple. Ricardo Greer qui prenait son temps, post-up, tu vois, c'était un peu plus lent. John Cox, tu vois, des joueurs qui avaient vraiment le sens du jeu. Alors qu'à l'université, c'est vraiment ce court de partout, tu vois. C'est run and gun, tu vois. Tout le monde est un peu à fond. Et je pense que des fois, en tant que pro, le jeu, il a ralenti pour moi. Et une fois que ça a ralenti pour moi, c'est que j'ai commencé à vraiment comprendre et vraiment plus à l'aise. C'est vrai qu'à l'université, c'était toujours à 100%, toujours à 300 à l'heure. Et je pense que le monde pro, c'est beaucoup plus stop and go qu'à l'université. Et est-ce que tu penses que au niveau du style de jeu, tu vois, individuellement, au-delà de, on a parlé de l'infrastructure, de l'argent, du rêve américain, est-ce que selon ton style de jeu, c'est aussi quelque chose à prendre en compte en se disant, j'ai le style de jeu pour aller m'épanouir là-bas, ou au contraire, tu vois, moi, mon style de jeu, je sais pas, hein, mais tu vois, je me dirais, waouh. Après, ça dépend de quelle école, parce qu'il y a certaines écoles qui ont un style de jeu différent. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai fait un peu mes devoirs quand je voulais savoir où je voulais aller. C'est l'école, elle joue dans ce style-là, c'est l'école FSI, tu vois, certains coachs qui coachent différemment. Il y a des coachs qui coachent vraiment comme une équipe pro, à contraint, ou voilà, j'ai des stars et voilà. Et les autres coachs qui coachent comme une équipe qui est plus dans le collectif, tu vois. C'est vraiment à toi de voir, en fait, une équipe qui est plus run and gun, une équipe qui joue que des shooters, tu vois. Il y a des écoles qui ont vraiment un style de jeu qui est unique. Et c'est à toi de voir, en fait, le meilleur style pour toi. Et c'est aux agents aussi, je pense, d'aider à regarder ce style-là. C'est exactement ça. Parce que juste aller aux États-Unis, si au final, après, tu tombes dans le mauvais système. C'est exactement. Moi, j'ai eu de la chance, moi. Moi, j'ai eu de la chance, je suis parti au bon moment. T'as eu de la chance ou t'as fait tes devoirs? Au lycée, franchement, parce que je pense que je suis parti dans le bon lycée, même si c'était un lycée qui était très strict et très, comment dirais-je, j'avais beaucoup de demandes en fait, mais je pense que je suis parti dans un bon contexte, parce que je connais des joueurs des personnes qui m'ont dit, voilà, oui, moi je vais aux États-Unis, où je vais? Je fais, ils me disent, voilà, toi ton expérience était bonne, mais bon, il y a des joueurs qui sont partis, qui ont détesté, tu tombes dans la mauvaise école, t'as un mauvais coach, tu vois, le contexte c'est que tu joues pas, les gens ils font des allers-retours. Surtout que les coachs, je pense que quand ils essaient de te recruter à la fac, ils doivent aussi te dire ce que tu veux entendre. Exactement, tu vois, donc après t'arrives là-bas, boum, tu sais pas ce qui se passe, le mec il t'a dit, écoute, voilà, tu vas arriver ici, tu vas faire ça, et t'arrives là-bas, les mecs ils connaissent pas qui t'es, en plus t'es un Français, la réputation des Français était pas très bonne avant, parce que on était un peu vus comme des joueurs qui étaient soft, tu vois, qui connaissaient pas vraiment la dureté, etc. Donc t'arrives là-bas, tu te fais marcher dessus, tu vas rentrer chez toi directement, et en fait il y a tout ça en fait. Moi je suis arrivé dans un contexte où j'étais dans une école qui était internationale, tu vois, il y avait beaucoup de personnes qui étaient étrangères, donc j'étais pas le seul Français ou seul étranger de l'équipe et de l'école.
t'arrives dans une école où tu vois, t'as que des étrangers, t'es le seul à pas parler la langue, c'est dur, tu vois. Et je pense que ça aussi, ça rentre dans le contexte de l'expérience américaine. Et au-delà maintenant des joueurs, là on a parlé des top prospects, là on a été clair sur le fait que c'est bénéfique pour eux de rester en Europe. Après ceux un peu entre les deux, ça dépend de ce qu'ils ont dans leur club, comme on va dire comme offre, comme perspective. Ouais. J'ai l'impression qu'aux États-Unis il y a un truc, c'est que tu vas en France quand tu as 15 ans, 15-16 ans, c'est soit tu vas en centre, soit limite t'arrêtes le basket. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est soit tu vas en centre et tu prends le wagon où tu vas t'entraîner 2 fois par jour, tu vas pouvoir avoir accès à un entraînement, un bon coach en centre, etc. Ouais. Soit des fois des gars qui sont en U15 France, ils vont, j'ai pas d'offre, je retourne dans mon club de mon village Ouais. et je m'entraîne une fois par semaine, tu vois. Alors j'ai l'impression qu'aux États-Unis, les gars qui sont pas les meilleurs, ils vont quand même encore avoir un certain entraînement, certaines offres entre guillemets dans leur lycée, où ce sera peut-être pas aussi bien que les top prospects qu'ils ont, mais ils vont quand même pouvoir réussir à se développer et des fois continuer à travailler, avoir accès, et des fois tu sais rattraper un peu. Ouais. Des fois tu vois aussi des gars qui sont en Late division bloomer. 3 en NCAA, division 2 et qui arrivent à faire une carrière derrière. Est-ce que même pour toi tu penses que des gars, des Français qui vraiment on les a totalement abandonnés, ça peut être un chemin pour eux d'essayer de trouver quelque chose Oui, je pense. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de joueurs qui sont, entre guillemets, connus, qui vont en NCAA aujourd'hui. Je pense qu'avant, c'était plus pour les joueurs qui cherchaient un peu. Parce que moi, quand je suis parti, il y avait Mathis Keita qui était, Bandiassi, qui venait de finir, Rémi Barry, tu vois, on était peut-être 3 ou 4, qui étaient vraiment en première division, qui sont tous passés pro après. Mais aujourd'hui, tu vois, tu as des joueurs qui sortent de l'Asvel, qui sortent de l'INSEP, tu vois, qui partent aux États-Unis, qui n'ont pas peur de partir aux États-Unis. Et je pense que ça montre que le rêve américain, il est encore là. Et je pense que les jeunes, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a aussi une possibilité de... Voilà, moi, je ne veux pas juste aller en pro ou être sur le banc des pros. Tu vois, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux jouer. Et je suis prêt à quitter en fait ce statut que j'ai en France et aller aux États-Unis pour essayer de jouer et d'avoir cette expérience extra-sportive aussi qui est importante là-bas. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour les clubs en France tu vois, parce que c'est assez dur quand même, parce que C'est dur. même moi, j'ai pas forcément la réponse. Tu vas dire, faut faire jouer les jeunes, ouais, mais il faut aussi que le jeune il soit prêt. Ouais, c'est vrai. T'as bien vu, là, on parle depuis avant aussi de quelques jeunes qui ont joué, ils sont draftés, mais il y a aussi plein de jeunes dont on parle. Tu sais très bien que tu peux pas les faire jouer. C'est vrai. Tu vois, ils ont pas encore le niveau. C'est vrai. Qu'est-ce que toi, je sais pas si t'as quelque chose de ce côté-là où tu te dis, moi, je pense que déjà, avoir un contrat jeune, tu vois, de 3 ans à la sortie d'espoir, c'est délicat parce que ça les bloque. Tu vois, si ça se passe pas très bien, il ne faut pas vraiment sortir du contrat, tu vois. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières années où des jeunes voulaient effectivement sortir du contrat ou partir autre part, et ils n'ont pas pu. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils disent soit je signe un contrat de 3 ans, et je ne peux pas jouer, je vais rester bloqué pendant 3 ans, soit je peux aller à l'université. Et demain, si je dois revenir en France, je pourrais toujours revenir en France. Tu vois. Il y aura forcément une opportunité. Donc la question plutôt de liberté, quoi. Ouais, peut-être pas en première division, mais peut-être que je vais peut-être aller en Pro B pour montrer ce que je vaux, ou même en NA. Mais au moins, je sais que je pourrais revenir en France et j'aurai cette expérience-là à l'université. Alors qu'aujourd'hui, si tu sors de l'espoir et que t'es bon, ou t'es un peu entre les deux, comme tu dis, et tu signes pro, tu signes 3 ans, tu vas peut-être jouer ta première année, et après peut-être que tu t'es prêté ou tout ça, mais bon, il n'y a rien de concret en fait. Et tu te retrouves après à sortir tes 3 ans et tu dis, là, le club te veut plus, tu vois, t'as pas vraiment joué, tu redescends quoi en N1 peut-être. C'est dur de remonter après. Et encore, tu vas essayer de remonter après. C'est très dur en ce moment, plus les contrats ils sont de plus en plus durs. Où tu es en Pro B et tu joues pas, tu vois, c'est frustrant. Alors que là-bas, tu vas à l'université, j'ai fait 3-4 ans à l'université, là j'ai une expérience qui est quand même humaine, qui est top, j'ai peut-être 1 ou 2 diplômes. Et si je reviens en France, je peux quand même revenir en France et voir ce qu'il y a. Peut-être pas en France, peut-être en Europe. Il y a des joueurs aussi qui reviennent en Europe. J'espère que les gars qui écoutent ça et qui vont, parce que on en voit, j'ai pas l'impression que leur argent qu'ils prennent, ils l'investissent. Et j'ai pas l'impression que l'école, c'est la priorité. Oui. Alors que le niveau qu'ils vont avoir en sortant, il y a moyen qu'ils prennent une belle claque dans la gueule aussi. Ouais, c'est vrai, mais ça fait partie du processus, ça. C'est comme ça. De toute façon, tu vas prendre une claque. Tu vois, le gars qui me dit, ouais, j'y vais, j'ai accès à des infrastructures qui sont top. Là, je lui serre la main, je lui dis, t'as raison. Je vais gagner de l'argent, je vais gagner 3 fois plus d'argent, 4 fois, 10 fois plus d'argent sûrement qu'en France. Parce que quand on parle de 150 000 ou 15 000 euros l'année pour un jeune, c'est pas pareil. Ok, je lui dis, ok, investis-le. Parce que ton niveau,
des fois, c'est même pas probé, tu vois. C'est N1, après, tu dis euh, qu'en 3-4 ans, tu vois, peut-être qu'il va prendre physiquement, il va peut-être. prendre en confiance, tu vois, il va grandir un peu. Il avait arrivé, tu vois, ah ouais, quand même, tu vois, le mec, Moi, je il a. t'aurais dit de pas y aller, Will, tu vois. Moi, je marcherai pas, je J'aurais été moi. ce genre de gars. Ouais, de toute façon, j'étais déter. Je pouvais pas rester là, gros. Non, t'as raison. Mais une question. Est-ce que tu penses que toi, tu serais devenu pro si t'étais resté en France à Épinal ou Cholet? Franchement, non. Tu penses pas? Non, je pense pas. Je pense que. Parce que moi, comme je dis, je voyais l'ANA comme le top niveau, quoi. Vraiment le niveau que je pouvais atteindre. Et en partant aux États-Unis, j'ai fait mon cursus universitaire, etc. Après, j'ai été appelé aussi en U20 en équipe de France quand j'étais aux États-Unis. Je pense que j'aurais jamais fait le U20 si je serais resté en France, par exemple. Pourquoi? Parce que t'aurais été moins bon ou parce que le fait, il y a toujours aussi ce truc de nouveauté. Bon, Will, je te dis, moi j'ai entendu parler de toi, t'es à Florida, Ouais. ramener un gars, je savais pas quel poste tu jouais, je savais pas ton visage à quoi il ressemblait. Ouais. Tu vois, c'est juste, bon, il y a un gars, il est à Florida. Ouais, c'est Tu ça en vois, fait. C'est pour ça que j'ai été appelé parce que les gens ils étaient curieux. C'est qui ce mec à Florida qui joue? Et donc on va le faire venir pour voir ce qu'il vaut. Ouais. Mais après, je me suis retrouvé avec des joueurs qui jouaient déjà en France en tant que pro. Tu vois, les Westerman, Evan Fournier, Rudy Gobert, tout ça, ces joueurs ils étaient déjà en place en France. Et en fait, moi, j'ai été appelé parce que c'était en gros un point d'interrogation. Mais en jeune, j'étais pas connu. Je suis sorti de nulle part. J'ai pas fait de sélection. J'ai pas fait de pôle. Tous les jeunes aujourd'hui, enfin de ma génération, qui sont pros, qui ont tous fait le pôle, par exemple. Tu vois. Pas moi. Bon, toi, t'es l'exception, tu vois, mais toi, t'as quand même réussi à être pro assez Oui, jeune, oui, tu non, vois. moi, Je sortais un peu de nulle part. Je venais de Seine-et-Marche, je suis parti à Épinal. Tu vois, je me souviens, j'ai joué contre Nancy, par exemple, le Westerman, qui était surclassé, je jouais contre lui à Nancy, par exemple, et il était déjà en place, tu vois. Donc, moi, j'étais pas connu du tout. Donc, je pense que, non, j'aurais pas eu cette opportunité d'être pro. J'aurais vraiment dû peut-être cravacher, peut-être passer de N1 à N à Pro B, etc. Mais je sais pas quel poste j'aurais été. Peut-être que j'aurais été meneur. Je serais resté. Est-ce que j'aurais été intérieur, tu vois, je sais pas. Est-ce que j'étais un grand meneur? Parce qu'avant, les grands meneurs, c'était. La mode. Tu vois, c'était. Donc, je sais pas ce que j'aurais été. J'aurais peut-être pas joué intérieur. Je sais pas ce que serait passé. Mais je pense pas que j'aurais été pro. Non, mais de toute façon, moi, le but du podcast, pas en soi, mais c'est vraiment de montrer à des gens qu'il n'y a pas de vérité, en fait. Non. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit tactiquement, techniquement. Au niveau du parcours, je vais interviewer aussi des mecs qui ont pensé qu'ils allaient devenir pro. Finalement, ils ont pivoté totalement vers un autre métier. Ils ont encore une vie encore plus incroyable que s'ils avaient été pro. Tu vois, c'est vraiment ça de montrer qu'il n'y a pas de vérité. Et si ça peut donner envie à des jeunes qui n'ont pas le niveau pour l'instant d'être pro, de dire bon, bah, go, je vais aller en NCA et ça peut leur permettre d'être pro derrière ou, comme tu disais, 4 ans, une expérience incroyable là-bas, déjà, c'est déjà ça. Ou d'autres, au contraire, qui se dire bon, bah, c'est pas forcément pour moi, je suis déjà bien là où je suis. Tant mieux, en tout cas, je pense que merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas forcément simple parce que ça fait beaucoup de polémiques en ce moment. Ouais, non, mais c'était top. Franchement, c'est top ce que tu fais et je suis impatient de voir ce que tu vas mettre en place dans les prochaines semaines et voir qui tu vas pouvoir interviewer sur le podcast. On va mettre ton numéro de téléphone en description pour tous les jeunes qui ont besoin d'un. Si vous avez des questions, Will, le grand frère. Allez-y, vous avez des questions, je suis là, je suis disponible, je vous donne mon avis et vous inquiétez même pas. Merci Will. Bonne saison à toi. Ciao, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt.